Une tension coupante flotte dans la salle d'audience. Chaque regard se tourne quand une femme noire franchit les portes, droite, déterminée, vêtue d'un tailleur qui impose le respect. Elle avance avec calme parce qu'elle sait, elle n'est pas une invitée ici, elle est chez elle. Mais un policier, figé dans ses propres préjugés, ne voit qu'une intruse. Il bloque son passage, dédaigne son badge fédéral et, dans un geste sec, lui arrache à sa carte d'identité. Il ricane, il accuse, il tente de la menotter là, devant tout le monde. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en moins de 7 minutes, la vérité qu'elle porte va renverser chaque certitude dans cette pièce. Voici l'histoire d'une femme que personne n'a pu faire taire et d'un système qui va s'effondrer sur ses propres mensonges. Si cette scène t'a déjà touché, prends une seconde pour liker cette vidéo. C'est tout ce qu'on te demande. Parce que ce qui suit va marquer ta mémoire. Le tribunal de Franklin, Missouri, respirait la tension. Chaque pilier de marbre semblait suinter des décennies de jugements biaisés. 8h02. Une femme entre, droite comme une lame. Tailleur noir, attaché case en cuir brun. Tout en elle crie autorité. Sauf qu'aux yeux de certains, sa couleur de peau suffit à brouiller l'évidence. Elle s'appelle Nor Delacroix, 38 ans, enquêtrice fédérale. Ce matin, elle n'est pas là pour observer. Elle est la clé d'une affaire explosive. 7 mois d'enquête souterraine sur la corruption au sein des forces de l'ordre local. Dans son attaché-case, un concentré de vérité. Témoignages, vidéos, enregistrements. Une bombe à retardement. Nor a grandi à Jackson, Mississippi, dans un quartier où la loi du silence tue plus que les armes. Elle n'a pas été élevée dans l'abondance, mais dans la résilience. Sa mère infirmière de nuit, son père évaporé avant ses 10 ans. Dès 15 ans, elle connaissait les règles. Ne jamais courir, toujours avoir son badge visible et ne jamais, jamais baisser les yeux. Ce parcours l'a forgée. Elle a gravi seule les échelons du FBI, pas par piston, mais par force brute, par nuit blanche et sacrifice. Elle savait que ce jour viendrait, le jour où elle affronterait un système qui préférait l'enterrer vivante plutôt que d'écouter sa vérité. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était l'humiliation publique. Alors qu'elle passe le contrôle de sécurité du tribunal, un agent l'interpelle. Raymond Coulter, 53 ans, ancien de la police, regard glacial, uniforme bien ajusté. Il scanne Nor, voit son badge, mais ne voit qu'une imposture. Ce badge, il est faux. La voix est tranchante. Le mépris, palpable. Nor tente d'expliquer, sort calmement son accréditation, mais Coulter ne l'écoute pas. Il lui saisit le bras, lui tord le poignet, claque les menottes. La salle se fige. Avocats, juges, journalistes, tout le monde regarde. Personne ne bouge. Elle, le visage plaqué contre le bois du comptoir, respire à peine. Mais ce qu'elle ressent n'est pas de la peur. C'est de la colère pure, cristalline. Parce que dans son attaché-case, maintenant au sol, se trouve la preuve que Coulter n'est pas qu'un homme arrogant. Il est aussi complice. L'un des noms qui reviennent dans les enregistrements. « T'as volé ce badge à qui? C'est ton frère, peut-être ?» ricane-t-il. 2 agents rien. Mais pas la foule. Une tension nouvelle s'installe. Quelque chose de lourd. Nor, toujours à genoux, murmure alors ces mots. « Vous venez de signer votre chute. » Dans la salle de déposition, les marques rouges des menottes encore fraîches, elle garde le silence. Un jeune officier tente de s'excuser. Elle ne le regarde même pas. Elle n'est pas là pour recevoir de la pitié. Elle est là pour faire tomber un système, car ce n'est pas une bavure. C'est un reflet. Même avec un badge fédéral, elle reste, aux yeux de certains, une étrangère, une menace, une femme à faire taire. Dehors, les caméras tournent, les images circulent, les réseaux sociaux s'enflamment, le juge suspend l'audience, personne ne dit pourquoi, mais tout le monde sait. La femme censée témoigner venait d'être arrêtée par celui qu'elle venait dénoncer. Nor ne fuit pas, elle revient. Même tailleur, même calme glacial. Cette fois, chaque regard la suit. Elle monte à la barre. Depuis 7 mois, j'ai mené une enquête sur des pratiques illégales au sein des forces de police de cette ville. Elle insère une clé USB dans le système de projection. L'écran s'illumine. Des vidéos apparaissent, des voix reconnaissables, Coulter ordonnant la falsification de rapports. Des jeunes hommes noirs accusés à tort, des caméras trafiquées. Voici l'enregistrement numéro 1. La voix de Coulter s'élève, claire, odieuse. Fais en sorte qu'il ait résisté. On rédigera après.
Dans le public, une femme pleure. Son fils avait été arrêté sans preuve. Nor lève les yeux vers le juge. J'ai encore 12 enregistrements, tous similaires, tous étouffés. Le schéma est évident, l'intention indéniable. Coulter pâlit. Ses mains tremblent. Il murmure à son avocat. Trop tard. Nor déroule le dossier. Une dernière question du procureur. Pouvez-vous identifier l'agent qui vous a menacé 3 semaines auparavant? Elle ne cligne même pas des yeux. Agent Raymond Coulter. Un frisson parcourt la salle. Le juge acquiesce. Grave. Le même impliqué dans l'incident de ce matin? Oui, votre honneur. Et je demande que la suite de mon témoignage bénéficie d'une protection fédérale. Ma sécurité est menacée. Le juge accepte. Coulter n'est plus un homme. Il est un dossier. Une voix sur une bande. Une erreur gravée dans le système. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte et on continue l'histoire maintenant. Le lendemain, le tribunal ne ressemble plus à celui de la veille. 3 fois plus de journalistes. Des téléobjectifs pointés sur chaque mouvement. Le nom de Nor Delacroix est partout. Télé, réseau, radio. Et dans la bouche des habitants de Franklin, une seule question. Comment a-t-on pu arrêter une enquêtrice fédérale sous les yeux du juge sans que personne n'intervienne? Mais ce jour-là, Nor n'est plus seulement une voix. Elle est devenue une tempête. Elle franchit à nouveau les portes du tribunal. Même costume noir, même attaché-case. Mais cette fois, son regard porte une intensité que même les caméras ne peuvent capter. Elle ne vient pas pour se défendre, elle vient pour conclure, couletée entre quelques minutes plus tard. Méconnaissable, costume froissé, mâchoire serrée, il mâche nerveusement un chewing-gum, comme pour garder contenance. Mais la peur est visible. Son arrogance, elle, s'est éteinte. Dans la salle, un silence épais s'installe. Le juge annonce. Une motion fédérale d'urgence a été acceptée ce matin. Madame Delacroix, à vous. Nor se lève, place une nouvelle clé USB marquée d'un scotch rouge vif dans le port de l'ordinateur relié à l'écran principal. Cette clé contient 26 minutes d'enregistrement supplémentaires. Émanant d'un informateur protégé, un ancien collègue de l'agent Coulter, témoin direct des ordres reçus pour falsifier des rapports, intimider des subordonnés et réduire au silence des citoyens menaçants. Coulter bondit de son siège. « C'est faux, une mise en scène !» Nor ne sourcille pas. Elle fixe le juge. « Votre honneur, permettez-moi une simple question. » Elle pivote vers Coulter, puis lance la première bande. La salle entend distinctement « Je suis intouchable. J'ai le système dans la poche. » Le timbre est clair, reconnaissable. Coulter blêmit. « C'est bien votre voix, n'est-ce pas, agent Coulter ?» Il ne répond pas. Il ne le peut plus. Le juge hoche la tête et l'autorise à poursuivre. Nor enchaîne avec une vidéo captée dans un parking sombre. On y voit Coulter remettre un dossier modifié à un autre agent, preuve d'une tentative de manipulation de procédure. L'image est granuleuse, mais son visage est net. « Votre honneur, je demande l'arrestation immédiate de l'agent Raymond Coulter pour obstruction à la justice et tentative d'entrave à une enquête fédérale. » Un souffle glacé parcourt la pièce. Le juge, grave, déclare « Shérif, arrêtez l'agent Coulter. » Le bruit des menottes claque dans l'air comme une résonance ironique du jour précédent. Mais cette fois, c'est le bon poignet qui les reçoit. Coulter s'écrie « Vous croyez cette femme? Vous allez la croire, elle? » Personne ne parle. Personne ne rit. Nor s'approche, juste assez pour qu'il l'entende. « Tu pensais que je me tairais? Tu n'as fait que précipiter ta chute. » Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Dès l'après-midi, les ramifications se révèlent. Nor, accompagné de son avocate, la redoutable maître Séverine Arnaud et d'un jeune officier repenti, Elias Montes, commence à révéler l'ampleur du réseau. Une nouvelle enquête est ouverte. Une affaire classée sans suite 5 ans auparavant refait surface. Un jeune officier, Jonas Whittaker, retrouvé suicidé après avoir tenté de dénoncer des abus internes. La version officielle n'a jamais convaincu. Désormais, ses anciens rapports reprennent vie. Elias témoigne. Jonas lui avait confié des preuves. Elles ont disparu. Le lien avec Coulter devient évident. La presse s'empare de l'affaire. Une onde de choc traverse l'État. Nor, devenu l'ennemi d'un système malade, continue, plus déterminée que jamais. Mais dans l'ombre, elle sait, plus elle s'approche de la vérité,
plus le danger s'intensifie. Les premiers jours après l'arrestation de Coulter furent une tempête médiatique. Mais ce que Noor redoutait n'était pas les micros ni les caméras. C'était le silence des couloirs officiels, le silence dans les emails qui ne répondaient plus, et surtout ce silence glacial dans son propre bureau du FBI. Un matin, en entrant dans l'open space, Noor trouva son badge désactivé. Elle frappa à la porte du directeur de division. Celui-ci, les yeux fuyants, lui tendit une enveloppe. Ordre de suspension temporaire, en attendant l'audit interne. Elle avait tout prévu, sauf ça. Pas une enquête, pas un débat, juste une mise à l'écart, froide, administrative, bureaucratique. Elle comprit alors que le réseau qu'elle avait commencé à démanteler s'étendait bien au-delà du poste de police de Franklin. Des ramifications s'enracinaient dans la hiérarchie elle-même, celles qui prennent des décisions dans des bureaux trop propres où la vérité devient un fardeau diplomatique. Mais Noor avait une chose qu'il n'avait pas, la mémoire d'un homme qu'on avait laissé mourir pour avoir voulu parler. Jonas Whittaker. Avec Séverine Arnault et Elias Montes, elle fouilla les derniers mois de service de Jonas. Un ancien disque dur récupéré par Elias révéla des fragments. Photos de rapports altérés, vidéos de formation interne montrant des ordres discutables, mais surtout, une note manuscrite. Si quelque chose m'arrive, cherchez dans les archives froides, code Lux 47. Ces archives, c'était une base de données ultra restreinte de signalements internes. Séverine, grâce à une requête fédérale exceptionnelle, obtint un accès. Ce qu'ils découvrirent les glaça. 27 dossiers classés sans suite, tout liés à des officiers promus ensuite à des postes décisionnaires dans l'État. Et tous les signalements provenaient de jeunes recrues ou de civils morts peu après. C'était un système, un mécanisme huilé, un engrenage qui recyclait la peur. Et Noor l'avait réveillée. Une nuit, en sortant d'un dîner avec Séverine, elle trouva sa voiture éventrée. Rien n'avait été volé, mais sur le siège passager trônait une balle, seule, lisse, placée avec soin. Pas un message, une promesse. Elle ne dit rien à sa mère. Elle ne dit rien à Elias. Elle n'avait pas peur, elle était en colère. Le lendemain, elle prit l'avion pour Washington. Dans son sac, une copie complète des fichiers Lux 47. Sur sa tablette, un dossier nommé Project Echo, une stratégie d'exposition progressive combinant les médias, les sénateurs sensibles à la cause et les avocats spécialisés en droit civique. L'objectif ? Que le système n'ait plus d'endroit où se cacher. Mais ce qu'elle ignorait encore, c'est que l'un de ses alliés les plus proches portait un masque. Quelqu'un dans l'ombre la trahissait. Et cette trahison allait tout changer. Washington, bureaux fédéraux, 7h42 du matin. Noor attendait, debout, dans une salle de conférence aux vitres teintées. Sur la table, 6 copies du dossier Project Echo, prêtes à être remises à des élus triés sur le volet. Son plan était simple, déclencher un audit national. Forcer la lumière là où l'on vivait dans l'ombre. À 7h50, un appel. Agent Delacroix, vous êtes attendu au bureau O3, changement de lieu pour le briefing. Elle n'y pensa pas immédiatement. Les changements de dernière minute étaient monnaie courante, mais en poussant la porte du bureau O3, elle comprit. Trop tard. Pas de sénateur, pas de collègues, 3 hommes en costume, 2 d'entre eux qu'elle ne reconnaissait pas. Le 3e, si. Son supérieur direct au FBI. Noor, prends place. Elle ne s'assit pas. Pourquoi je ne suis pas au briefing prévu? Pourquoi ce changement? Qui sont ces hommes? Crowley soupira. Puis, sans émotion, tu es suspendu de toute mission en cours et ton dossier Echo est classifié à compter de maintenant. Le sol vacilla. Classifié? Par qui? Ce sont des preuves de corruption, Matt. Tu le sais. Tu as vu les enregistrements. Tu m'as soutenu depuis le début. Je ne peux plus, Noor. Tu es allé trop loin. Tu impliques des noms que je ne peux pas couvrir. Tu ne comprends pas les enjeux. Elle le fixa. Longtemps. Et ce qu'elle vit n'était pas la lâcheté. C'était la peur. Crowley n'était pas un traître. Il était un homme qui avait survécu en se taisant et qui choisissait encore, malgré tout, le confort du silence. Mais il n'était pas celui qui l'avait trahi. Ce soir-là, en rentrant à son hôtel, Noor trouva la porte entr'ouverte. Elle s'immobilisa. Main sur son arme, personne. Mais sur la table, à la place de son ordinateur, un post-it. Tu t'es entouré de serpents. Tu les nourris sans les voir. Revois tes appels des 10 derniers jours.
Elle bondit sur son téléphone de travail. Supprimé. Formaté. Mais Elias, lui, avait tout archivé. Dans un excès de paranoïa saine, il avait sauvegardé chaque communication. Ils se retrouvèrent dans un parking souterrain pour écouter les enregistrements ensemble. Et là, dans une conversation anodine entre Séverine et un contact anonyme, une phrase glace à Nord. Elle croit qu'elle va y arriver. Elle ne comprend pas que le système ne veut pas être sauvé. Il veut juste survivre. La voix était familière, trop. Nord s'assit, figé. Ce n'était pas Séverine, ni Crowley, c'était Elias. Le jeune officier repentit. Celui qu'elle avait protégé. Celui qu'elle pensait sauver. Elle recula la bande, réécouta. Cette fois, elle nota l'intonation, l'assurance et surtout le mépris à peine contenu. Elias n'était pas un témoin, il était un leurre, placé dès le début pour observer, pour anticiper, pour détruire de l'intérieur. Nord sentit une pression dans sa poitrine, non pas de peur, mais de trahison pure, rageuse, incandescente. Et au fond d'elle, une seule pensée. Ils veulent une guerre silencieuse, je vais leur offrir une vérité assourdissante. Nord n'avait pas dormi, pas une seconde. Elle fixait l'écran de son ordinateur, les mains tremblantes, mais le regard fixe. Chaque mot, chaque échange, chaque appel d'Elias passait sous ses yeux comme un puzzle malsain qui prenait enfin forme. Il avait gagné sa confiance, gagné celle de Séverine, et il avait transmis chaque étape de leur plan, chaque enregistrement, chaque nom, mais il avait commis une erreur. Il pensait qu'elle n'avait plus rien. Ce qu'Elias ne savait pas, c'était que Noor, dès le début, avait prévu l'éventualité d'une trahison. Une copie physique, stockée hors réseau, dans une maison abandonnée à la périphérie de Jackson. Une planque que même le FBI ignorait. Là où elle avait caché la version brute de tous les fichiers, y compris ceux jamais montrés au tribunal. Ce matin-là, elle partit seule. Pas de voiture officielle, pas de téléphone connecté, juste une clé de contact et une arme dans la boîte à gants. Elle arriva à la maison au lever du jour. Les murs étaient fissurés, les fenêtres couvertes de poussière, mais l'intérieur intact. Elle descendit au sous-sol. Une vieille armoire métallique l'attendait. À l'intérieur, un disque dur scellé. Et un carnet. Le carnet de Jonas Whittaker. Son véritable journal. Elle s'assit sur le sol froid et lut. Page après page, le portrait d'un système pourri se dessinait. Blanchiment d'argent par des sociétés écrans, vente d'armes dissimulées sous couvert d'opérations spéciales, pression exercée sur les agents fédéraux pour enterrer certaines affaires sensibles. Et parmi les noms, Crowley, pas un complice, un ancien informateur devenu silencieux après la naissance de son fils. Un homme broyé qui avait choisi de survivre en gardant la tête basse. Nord comprit, Crowley ne la trahissait pas. Il la protégeait à sa manière. Mais Elias, lui, était autre chose. Un virus. Elle rentra à Washington avec une certitude. Il fallait exposer tout ça. Et vite. Elle fit appel à une vieille connaissance, Lauren Hines, journaliste d'investigation au Guardian US, réputée pour sa rigueur et son absence totale de peur. Elles se retrouvèrent dans une chambre sécurisée d'un hôtel discret. Nord déposa le disque dur sur la table. « Je ne veux pas un article. Je veux une série, une onde de choc, un feu qu'on ne pourra pas éteindre. » Lauren leva les yeux. « Tu comprends ce que tu fais, Nord? Tu ne pourras plus revenir en arrière. » « Je n'ai plus d'arrière, je n'ai que devant. » Pendant 3 jours, elles travaillèrent sans relâche. Vérification, croisement, sécurisation des fichiers. Un plan d'envoi aux grands journaux, aux ONG, à la Commission fédérale des droits civiques. Tout était prêt. Mais au 4e jour, une alerte. Lauren reçoit un message chiffré, 3 mots. Elle est localisée. Quelqu'un les avait retrouvés. Le choix était immédiat, fuir ou frapper maintenant. Noah regarda la journaliste. « Tu publies ce soir. Quoi qu'il arrive, s'il te plaît, je m'occupe du reste. » Elle savait que ce qu'elle allait faire ne figurait dans aucun manuel. Elle allait confronter Elias, face à face. Et cette fois, ce serait lui qui regretterait d'avoir joué avec la vérité. 22h13, le parking souterrain d'un immeuble fédéral de second rang. À cette heure-là, l'endroit est vide, sauf une silhouette adossée à une colonne, les bras croisés, Elias. Il l'attendait, comme s'il avait su. Noor sort de l'ombre. Pas un mot, pas un geste. Ils se regardent. Longtemps. « Tu es plus rapide que je le pensais, » murmure-t-il, presque admiratif. « Et toi plus prévisible que je l'espérais. » Il sourit.
Un sourire d'arrogance, presque douloureux à voir. Tu veux quoi, Noor? Une confession? Des excuses? T'as gagné. La presse va tout balancer. Je suis grillée. Mais crois-moi, tu viens de faire tomber plus que moi. Elle s'avance. Ce que je veux, que tu me regardes dans les yeux et que tu comprennes que tu n'as jamais été plus qu'un pion, qu'un outil. Et que ce système, que tu penses protéger, va t'écraser comme il a écrasé Jonas. Il tressaille, juste un peu. Le nom latin. Tu sais rien de lui. Je sais qu'il est mort parce qu'il a cru en toi, et que toi, tu as utilisé sa mémoire comme couverture. Un silence. Puis Elias murmure « Tu crois que je voulais ça? Tu crois que j'ai eu le choix? Quand t'as une arme sur ta tempe à 25 ans et qu'on te dit de trahir ou de disparaître, tu choisis de vivre. » Jonas a choisi de mourir debout. Il ferme les yeux. Noor sort alors un petit appareil. Active un bouton. Ce que tu viens de dire, je l'ai enregistré, et il sera joint au reste. Il blêmit. T'es sérieuse? Chaque mot. Tu viens de signer ta propre fin. Il éclate. Tu crois que tu vas changer quoi? Il y en a d'autres partout. Des Elias, des pires que moi. Ils effaceront ton nom avant que tu n'aies fini de parler. Mais Noor ne bronche pas. Peut-être, mais à partir de demain, il faudra des centaines de mains pour éteindre l'incendie. Et toi, Elias, tu seras leur premier sacrifice. Elle tourne les talons. Il reste là, seul, la gorge serrée, le masque tombé. Quelques heures plus tard, à 3h02 du matin, The Guardian, ProPublica, Reuters et 2 ONG américaines publient simultanément un dossier intitulé « Opération Luxe, le système dans l'ombre ». Les noms, les enregistrements, les vidéos, tout est là. La vague frappe les États-Unis comme un choc électrique, et pendant que les premiers mandats d'arrêt sont émis, Noor, elle, prend le premier vol pour Birmingham, non pas pour fuir, mais pour respirer. Birmingham, Alabama. Une maison modeste en briques rouges, sur une colline baignée par les premiers rayons du matin. Noor s'arrête devant la porte, inspire profondément. Elle n'a pas vu sa mère depuis des mois, pas depuis que tout a commencé. Elle frappe 2 fois. La porte s'ouvre lentement. « Tu manges ou tu racontes d'abord ?» dit la voix rassurante de sa mère. Noor esquisse un sourire fatigué. Dans la cuisine, le silence est doux. Seul le tic-tac de l'horloge semble rappeler que le monde continue de tourner. Noor pose son sac, sort le vieux carnet de Jonas, le place sur la table, à côté de la tasse fumante que sa mère lui a préparée. « Tu te souviens quand papa disait que se taire, c'était trahir 2 fois ?» Sa mère hoche la tête, les yeux humides. « Il aurait été fier de toi, Noor. » Elle ne répond pas. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle respire vraiment. Mais le repos ne dure jamais longtemps pour ceux qui réveillent les consciences. 3 jours plus tard, le FBI la contacte officiellement, non pas pour la sanctionner, mais pour lui proposer une promotion. Directrice adjointe d'un nouveau programme fédéral, Integrity Division, un groupe de contre-enquête chargé d'examiner les abus internes des institutions de sécurité publique à l'échelle nationale. C'est une victoire. Mais ce n'est pas une fin. Noor accepte, mais pose une condition. Je veux choisir les agents, et je veux que les premiers dossiers viennent du Midwest, là où tout a commencé. Elle retourne à Washington, cette fois en chef. À son bureau, elle accroche 2 objets au mur. Une photo de Jonas Whittaker et un exemplaire encadré de l'article original, Le système dans l'ombre. Elle n'oublie rien. Et elle n'oubliera jamais Elias. Il a plaidé coupable. Condamné à 11 ans de prison, il a demandé à lui parler avant son transfert. Elle est venue, pas par pitié, mais pour clore le chapitre. Tu as eu une chance de te relever, Elias. Tu as choisi de vendre ta voix. Moi, j'ai choisi de l'utiliser. Il baisse les yeux, pour la première fois sans excuse. Tu penses que ça va durer? Que le système va changer? Noor s'approche, murmure. Non, je pense qu'il faudra se battre chaque jour, mais maintenant, on sait comment. Et surtout, on sait qu'on n'est pas seul. 3 ans ont passé. Le nom de Noor Delacroix est aujourd'hui gravé dans les couloirs du changement. Grâce à l'Integrity Division, plus de 48 enquêtes ont été rouvertes à travers le pays. Des familles ont été entendues, des agents protégés, des coupables démasqués. L'État de Franklin a vu ses rangs purgés de figures que l'on croyait intouchables. Mais Noor n'a jamais cherché la gloire. Elle a refusé les plateaux télé, les biographies, les documentaires à son nom. Elle a préféré former une nouvelle génération d'agents,
Des jeunes qu'on n'attendait pas comme elle. Des profils atypiques, loyaux, lucides, déterminés à ne plus laisser l'injustice respirer en paix. Un jour, dans une école de police du Mississippi, un élève lui demande « Madame Delacroix, vous aviez peur? Quand tout le monde était contre vous? » Elle sourit. « Bien sûr, chaque jour. Mais la peur est une chose étrange. Elle disparaît quand on comprend qu'elle n'est pas un mur, elle est une porte, et j'ai choisi de l'ouvrir. » Ce jour-là, elle repart dans sa vieille voiture. À la radio, un journaliste évoque les dernières réformes votées au Congrès, issues du dossier Opération Luxe. Pour la première fois, un amendement fédéral impose une transparence totale des signalements internes dans toutes les forces de l'ordre. Mais elle sait, tout peut revenir. Le silence, la peur, le poison du doute. Alors elle garde toujours son attaché-case à portée de main et dans son téléphone un fichier nommé Luxe, édition 2. Parce que le combat ne meurt jamais. Il change de visage et parfois, il prend le tien. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte et on continue d'en raconter d'autres, ensemble.